Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur CCTV Français, voici les titres du journal. Xi Jinping propose une relation stratégique coopérative complète entre la Chine et l'Afrique à l'occasion du Forum de la coopération sino-africaine à Johannesburg. La tuerie en Californie considérée comme un acte de terrorisme par le FBI. La police belge recherche de nouveaux individus suspectés de complicité avec Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats de Paris. Le ministère russe de la Défense publie des vidéos montrant les bases à partir desquelles sont menées les frappes aériennes sur la Syrie. Et enfin, à mi-chemin de la COP21 à Paris, les négociateurs se préparent à rédiger un accord sur le changement climatique. Le président chinois Xi Jinping a proposé l'amélioration des relations bilatérales sino-africaines sous la forme d'un partenariat stratégique coopératif. Le dirigeant a fait part de cette idée lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture du sommet du Forum de la coopération sino-africaine à Johannesburg. Le numéro 1 chinois a également fait des propositions destinées au développement commun de la Chine et du continent africain. Cette visite souligne le programme chinois à long terme sur le continent africain. Lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de coopération sino-africaine à Johannesburg, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine injecterait 60 milliards de dollars dans des projets de développement. Dans le but de promouvoir le partenariat stratégique coopératif complet, la Chine souhaite mettre en application avec l'Afrique 10 grands programmes de coopération au cours des 3 prochaines années. Ces programmes couvrent des domaines tels que l'industrialisation, les échanges commerciaux, l'agriculture, la réduction de la pauvreté ou encore la sécurité. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Le volume d'échanges entre les deux parties représentait l'an dernier 220 milliards de dollars. Mais avec le ralentissement économique chinois, l'investissement direct en Afrique a chuté de 40% au cours du premier semestre. Le président Xi a affirmé que Beijing allait accroître ses investissements en plus de construire de nouvelles routes, des ports et des voies de chemin de fer sur le continent africain. Aujourd'hui, les relations sino-africaines ont atteint un niveau de maturité historique. Nous devrions prendre de la hauteur, regarder au loin et prendre des mesures audacieuses. Donnons-nous la main, que les 2,4 milliards de Chinois et d'Africains aient une vision et une force commune et ouvrons une nouvelle ère de coopération gagnant-gagnant. En marge de ces réunions, des projets concrets ont également été évoqués. Alors qu'il parlait du haut niveau du dialogue entre les chefs d'entreprise chinoises et africains, le président chinois a déclaré que la Chine souhaitait partager son expérience d'industrialisation avec les pays d'Afrique, tout en aidant le continent à moderniser sa propre industrialisation. La Chine est prête à partager, sans aucune réserve préalable, des technologies applicables à l'Afrique et à allier les industries concurrentielles chinoises aux besoins de l'Afrique dans le but de renforcer la coopération industrielle. Cela aidera à accentuer la qualité de la main-d'œuvre africaine, à créer davantage d'emplois et à consolider la force interne africaine pour l'économie et le développement. Le dirigeant chinois a souligné qu'un développement durable et à faible émission de carbone doit être la priorité de la coopération sino-africaine. Il a enfin annoncé des projets destinés à assister les pays africains dans l'amélioration de leur agriculture, le combat contre les maladies et contre la violence extrémiste. Xi Jinping a organisé des réunions bilatérales avec les dirigeants des pays africains. Il a exprimé le souhait de la Chine de renforcer la coopération avec le continent africain. Une visite pour confirmer le programme de longue date de la Chine sur le continent africain. Lors du sommet de Johannesburg, vendredi, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine injectera 60 milliards de dollars dans le développement des projets. En marge de la réunion du Forum de coopération sino-africain, Xi Jinping a rencontré les dirigeants de la Namibie, de la Somalie, des Comores, du Nigeria et de l'Égypte pour réaffirmer l'engagement de la Chine dans le renforcement de la coopération pratique.
Lors de ces réunions bilatérales, le président chinois a exprimé le souhait de Beijing de jouer un rôle actif dans la construction et le fonctionnement des installations de transport, des ports et d'autres infrastructures sur le continent africain afin de promouvoir son économie et son développement social. Il a également annoncé que la Chine aidera les pays africains à améliorer l'agriculture et combattre les maladies et les violences extrémistes. Tout cela malgré une récente baisse des investissements causés par le ralentissement économique de la Chine. L'investissement direct chinois en Afrique a chuté de près de 40% pour le premier semestre de 2015, représentant 1,19 milliard de dollars. Selon les experts, la visite du président chinois a dissipé les craintes d'une fluctuation. Depuis le lancement du forum en 2000, le commerce entre la Chine et l'Afrique a excédé celui avec ses partenaires traditionnels, l'Europe et les États-Unis. Les dirigeants africains ont salué le discours du président chinois. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a déclaré que la visite de Xi Jinping renforcera l'interdépendance entre la Chine et l'Afrique. Le président namibien a quant à lui rappelé que les relations entre la Chine et l'Afrique connaissaient un apogée historique et que la coopération permettra à coup sûr d'aboutir sur des résultats gagnant-gagnant. Le président chinois Xi Jinping a fait une annonce anticipée de nouvelles mesures historiques et portée vers le changement afin d'injecter encore plus de vitalité aux relations déjà dynamiques entre la Chine et l'Afrique. Je profite de cette occasion pour exprimer ma sincère et profonde gratitude. Nous sommes reconnaissants des résultats déjà obtenus grâce à l'aide et au soutien de la Chine dans les domaines du commerce, des investissements, dans la finance, dans l'agriculture, dans le développement du capital humain, dans la santé, dans la protection environnementale, mais aussi dans l'accès au marché et dans l'intégration régionale. Nous accueillons le soutien de la Chine dans la détermination à transformer nos économies à travers une stratégie d'industrialisation qui sera conduite par le bénéfice commun tiré de l'exploitation de nos ressources naturelles et nos produits agricoles. Par ailleurs, nous apprécions profondément la volonté et la réactivité de la Chine pour continuer à être un partenaire clé dans le développement de nos infrastructures au niveau national, régional, mais aussi au niveau de tout le continent. Impressionné de voir le président chinois en Afrique. Son discours est unique. Il s'agit d'un discours venant d'un ami sincère de l'Afrique. Lorsque le président Xi est venu pour le forum en Afrique et qu'il a fait cette annonce, c'était pour tendre la main à l'Afrique, pour l'aider, car la Chine connaît les besoins du continent. Le président a formulé des offres généreuses et nous discutions au niveau bilatéral de la manière de permettre à la Namibie d'en tirer profit. Ainsi, nous le remercions d'être venu en Afrique et d'avoir annoncé cette coopération stratégique globale dans laquelle les entreprises chinoises participeront dans les années à venir. Le Kenya bénéficie d'un climat tropical humide et chaud toute l'année. L'agriculture joue un rôle important dans son économie. La Chine, via son Institut Confucius, propose des formations destinées à apporter de nouvelles techniques agricoles aux fermiers kenyans. Le généreux climat du Kenya n'est pas seulement bénéfique à son secteur touristique, mais également à son agriculture. Au moins un tiers des roses du marché mondial des fleurs vient de ce pays. C'est pourquoi l'horticulture est si importante pour l'économie kenyane. C'est aussi pourquoi Daniel a choisi de poursuivre ses études en agriculture 3 ans après avoir obtenu sa licence dans ce même domaine. Daniel est né dans une famille de fermiers. Il affirme que sa famille et son pays ont besoin de technologies agricoles avancées. Très prometteur. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette formation en agriculture, car je pense que l'avenir sera doré. Au moins 70% de notre économie dépend de l'agriculture. Elle tire l'économie de l'ensemble du Kenya. Je prends l'exemple de ce pays. Cela tire véritablement notre économie, donc cette formation est une formation sûre. Daniel est l'un des meilleurs étudiants du professeur Liu Gaoqiong, qui vit au Kenya depuis une vingtaine d'années. L'université Egerton est située sur le plateau. Ces basses températures ne conviennent pas à la culture. C'est pourquoi les cours d'horticulture sous serre du professeur Liu sont devenus très populaires.
Vous voyez derrière, ce sont les serres. C'est là que nous faisons nos travaux pratiques. C'est là que nous voyons les fleurs qui poussent à l'extérieur. Ce que nous voyons ici, nous ne le voyons pas chez nous. C'est la première fois que je voyais des serres. Chez moi, je n'en avais jamais vu. La sériculture est l'une des nombreuses choses que les étudiants locaux peuvent apprendre à l'Institut Confucius. De fait, l'Institut est en quelque sorte devenu un centre de technologie agricole dans la zone. Sa technologie est utilisée dans tout le Kenya. Les grandes fermes étaient sous le contrôle des Européens. Quand je suis venu ici il y a plusieurs années, les cadres et les techniciens étaient tous européens. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que beaucoup d'entre eux ont été remplacés par des Kenyans. La contribution du professeur Liu n'est pas limitée au seul Kenya. Ses étudiants viennent d'Éthiopie, du Nigeria, du Rwanda, de Tanzanie et du Soudan. Ils sont enseignants, fonctionnaires, voire même hommes d'affaires. La formation agricole est devenue l'une des spécialités de l'Institut Confucius Egerton, qui offre à ses étudiants un accès à la culture chinoise et des techniques concrètes. Nous continuons cette édition avec les derniers développements de la fusillade en Californie, avec notamment une première photo de la tireuse Tashfeen Malik. Elle a été obtenue par la chaîne ABC News. Selon l'enquête du FBI, le massacre est en réalité un acte terroriste. Pour le moment, le couple de meurtriers n'est lié à aucune cellule terroriste. L'attaque brutale et mortelle à San Bernardino, en Californie, ressemble à une affaire de terrorisme. Il s'agit à présent d'une enquête fédérale sur le terrorisme par le FBI. L'enquête indique une radicalisation des tueurs et une potentielle source d'inspiration des organisations étrangères de terrorisme. Selon les représentants fédéraux, Tashfeen Malik, 27 ans, femme de l'équipe Mari-Femme, a tué 14 personnes dans un centre de services sociaux mercredi, prêtant allégeance au chef de l'État islamique sur Facebook au moment de l'attaque. Les représentants pensent que Malik et son mari Sayed Farouk ne font pas partie d'une cellule terroriste. Ils pensent qu'ils se sont radicalisés tout seuls et qu'ils se sont inspirés d'organisations terroristes pour commettre des meurtres en masse. On a retrouvé des téléphones cassés dans la maison du couple à Redlands, ainsi que des armes, des munitions, des bombes et des outils pour fabriquer des bombes. Les enquêteurs espèrent trouver des indices à ce mystère grâce aux appareils endommagés. Nous avons récupéré ces téléphones et nous continuons d'exploiter les données de ces téléphones. Nous espérons que les empreintes digitales laissées par ces deux individus nous mèneront à leur motivation. Vendredi, la maison de Farouk et de Malik est devenue un circuit surréel de la presse lorsque le propriétaire a pu entrer sur les lieux. Sans barricade et sans la présence des policiers, un groupe de journalistes a eu un accès libre à la maison. Le lieu a été fouillé par les autorités qui ont tout laissé sur place, comme des objets pour nourrissons et des photos de littérature islamique et des documents déchiquetés. Les habitants de la résidence sont sous le choc. J'avais l'habitude de voir l'homme réparer sa voiture tous les jours. Je ne pensais à rien. Je suis très étonnée, vraiment très étonnée. Nous pensons à Los Angeles, au comté d'Orange, à New York. Mais ici, nous sommes dans notre petite charmante ville universitaire. La police belge recherche deux nouveaux individus suspectés de complicité avec Salah Abdeslam, le fugitif impliqué dans les attentats de Paris. Les enquêteurs ont précisé que les deux hommes qui auraient aidé Salah Abdeslam à rejoindre la Hongrie en septembre étaient armés et dangereux. La Belgique a demandé à la population d'être vigilante afin d'identifier et de localiser les individus concernés. Le 9 septembre, Abdeslam avait été contrôlé au volant d'une Mercedes accompagné de deux hommes à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Ses complices utilisaient de fausses cartes d'identité belges portant les noms de Samir Bouzid et Soufiane Kayal. Les procureurs fédéraux ont rapporté que la carte d'identité au nom de Soufiane Kayal avait été utilisée pour louer une maison dans la ville belge d'Ovlé en novembre. L'autre carte au nom de Samir Bouzid a quant à elle été utilisée 4 jours après les attaques terroristes afin de transférer de l'argent à Asna Ait Boulassen via Western Union depuis Bruxelles. Asna Ait Boulassen a été tué quelques jours plus tard lors du raid policier qui s'est déroulé à Saint-Denis le 18 novembre.
Le président français François Hollande a visité le porte-avions Charles de Gaulle au large des côtes de la Syrie. Il a déclaré que l'équipage était engagé dans une lutte assumée contre le terrorisme après les terribles attentats qui ont frappé Paris au mois de novembre. François Hollande avait donné l'ordre au porte-avions de se rendre en Méditerranée orientale après avoir déclaré la guerre à l'État islamique. Le porte-avions, avec ses 38 avions de guerre embarqués, a été déployé au large des côtes syriennes quelques jours après que l'État islamique ait revendiqué les attentats de Paris, dans lesquels 130 personnes sont décédées. 1900 marins sont présents à bord du porte-avions français, qui est accompagné d'un sous-marin d'attaque, de plusieurs frégates, de navires ravitailleurs, d'avions de chasse ainsi que de drones de surveillance. Le ministère russe de la Défense a publié des vidéos montrant les bases à partir desquelles sont menées les frappes aériennes sur la Syrie, ainsi qu'un camp d'entraînement et des camions transportant du carburant en Syrie. Au cours de la semaine dernière, les forces russes ont effectué 431 sorties depuis la base aérienne de Meimim et mené à bien 1458 frappes contre des cibles à Alep, Idlib, Homs, Hama, Latakia, Deir ez-Zor et Raqqa. Je voudrais souligner le fait que tous les vols ont été couverts par des jets Su-30. Des vidéos aériennes montrent des explosions touchant des cibles marquées, puis des colonnes de fumée s'élevant dans le ciel. Le porte-parole a dit que la Russie surveillait aussi les vols de la coalition internationale. Il a fait savoir que l'activité dans le ciel syrien s'intensifiait. La Russie a commencé ses frappes aériennes en Syrie le 30 septembre et a intensifié ses attaques ces dernières semaines. Le gouvernement irakien a dénoncé l'incursion d'environ un bataillon armé appartenant aux forces turques dans la province de Ninive, dans le nord du pays, affirmant que cela représentait une violation de sa souveraineté. Le bureau en charge des relations avec les médias du Premier ministre irakien a exigé le retrait immédiat de ses troupes. Selon une source proche des services de sécurité turcs, vendredi, plusieurs centaines de militaires turcs auraient été dépêchés pour entraîner des troupes irakiennes près de Mossoul, une ville de plus d'1 million de personnes et qui est sous contrôle des militants du groupe État islamique depuis juillet 2014. Selon cette source, un bataillon aurait déjà traversé la région. Le ministère iranien des Affaires étrangères a décrit l'activité turque comme une incursion et rejeté toute opération militaire qui ne soit pas coordonnée avec le gouvernement fédéral à Bagdad. Les membres du département de la défense américain ont déclaré vendredi que les États-Unis étaient au courant du déploiement par la Turquie de centaines de soldats turcs dans le nord de l'Irak, cependant que cette action ne faisait pas partie des activités de la coalition menée par les États-Unis. Nous sommes pratiquement à mi-chemin de la conférence sur le changement climatique de l'ONU à Paris. Les négociateurs s'affairent maintenant à rédiger la première mouture de l'accord qui sera débattu par les délégués la semaine prochaine. Cependant, le président de la COP21, Laurent Fabius, estime que les parties ont encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un accord final. À ce stade, quelles conclusions peut-on tirer? La première, c'est que, comme on dit en français, je ne sais pas quelle sera la traduction en anglais, le compte n'y est pas encore. La deuxième conclusion, c'est que je souhaite vivement que l'esprit de compromis permette d'avancer. J'espère que le texte qui me sera remis demain enregistrera de nouveaux pas vers le compromis. L'idée, c'est que le texte sera réduit et envoyé au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à midi samedi. Après cela, il sera envoyé au ministre pour essayer d'atteindre un accord global la semaine prochaine. 2 projets alternatifs de texte sont sur la table. Ce sont des documents de 38 et de 48 pages, alors qu'ils en faisaient 50 au début de la semaine. À la même étape, à Copenhague, le document équivalent comptait 300 pages. Mais le texte contient toujours des centaines de parenthèses qui marquent les points de désaccord. Il porte notamment sur le financement pour les pays en voie de développement au-delà de 2020 et sur la cible à fixer pour réduire ou éliminer progressivement l'utilisation de combustibles fossiles. Toutes les parties impliquées reconnaissent que leurs plans ne sont pas assez efficaces pour limiter une hausse des températures de 2 degrés Celsius comme le souhaite l'ONU. Pendant ce temps, plusieurs manifestants se sont réunis à l'extérieur du site de la conférence
pour dire que cet objectif de 2 degrés Celsius n'est pas suffisant pour protéger les pays les plus vulnérables face au changement climatique et à la montée du niveau de la mer, parmi lesquels on compte plusieurs pays insulaires dans le Pacifique. Les négociations sur le changement climatique continuent à Paris. Les négociateurs de 195 pays travaillent ensemble toute la semaine pour s'accorder sur une version simplifiée du projet de texte pour le remettre au président français en cette fin de semaine. Les objectifs politiques des dirigeants mondiaux ont conduit à des négociations à porte fermée entre négociateurs internationaux. Comme d'habitude, lors des négociations climatiques, il existe une division entre les pays développés et les pays en voie de développement. L'aide financière et la division des responsabilités font partie de ces différends. Les pays développés à remplir leur obligation de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement. Il existe un énorme désaccord sur la façon dont les pays développés rempliront leurs obligations financières et si davantage de canaux sont nécessaires pour résoudre le problème. La position de la Chine est que les pays développés doivent remplir ensemble leurs engagements avant 2020. Et cela est non négociable. Après 2020, les pays développés devront échelonner leurs finances à partir du niveau de base de 2020 à 100 milliards de dollars par an. Il y a à présent 134 pays en voie de développement dans le groupe G77 et la Chine. Ils ont émis une forte déclaration dénonçant les tentatives d'un certain nombre de nations industrialisées d'ajouter des conditions au financement. Un nouveau texte fait partie des propositions qui suggèrent que le financement climatique devrait non seulement être fourni par les pays développés, mais aussi par d'autres qui sont en position de le faire. Les autres qui sont dans la position de le faire ou dont la parole compte sont encouragés et sont invités à contribuer sur la base du volontariat. Il s'agit d'une nécessité. Bien évidemment, certains pays en voie de développement plus avancés ont déjà commencé à contribuer. Je pense que c'est une bonne chose et ils sont encouragés aussi. Comment voulez-vous juridiquement lier les pays en position de le faire? Dans ma famille, avec mes enfants, je dirais « tu dois nettoyer la pièce ». Je ne dirais pas « quelqu'un doit nettoyer la pièce ». Je dirais « John, tu nettoies la pièce et Grace, tu fais la vaisselle ». Il n'y a pas de quelqu'un en position de le faire qui devrait nettoyer le sol. J'ai besoin que vous me rendiez compte. Établir des objectifs sur le climat à long terme est également un problème. Il y a un important appel de révision de l'objectif des 2 degrés à long terme à 1,5 degré maximum. Le groupe des pays les moins développés déclare que cela est essentiel. 1,5 est critique pour le groupe des pays les moins développés. Il s'agit d'une question de survie. Pour nous, il nous est impossible de signer un accord sans prendre en considération la question des 1,5 degrés. Nous avons vu le projet de texte révisé qui indique qu'en dessous de 2 degrés, la zone n'est pas en sécurité. Et puisque l'on parle d'environnement, combien d'entre nous connaissent véritablement leur empreinte carbone et la manière de la réduire? Certaines mesures peuvent sembler évidentes, comme éteindre les lumières ou fermer les robinets. Cependant, il y a d'autres manières plus surprenantes. Est-ce que cette personne a l'air heureuse? Est-ce que ces feux de circulation passent jamais au vert? N'y a-t-il pas un autre moyen? Repenser nos options de mobilité est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour réduire notre consommation énergétique. Werner Virtala a justement pensé à cela pour sa communauté. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans sa communauté urbaine écologique. Mais Werner est heureux de partager ses idées. Nous refroidissons notre zone de vie grâce à un plafond écologique. L'énergie solaire est revendue au réseau électrique afin de servir pour les chasses d'eau. Voici quelques petites choses à savoir sur la quantité réelle d'H2O que la plupart d'entre nous utilisons. Si vous considérez la production d'un t-shirt, cela nécessite 2700 litres d'eau, ce qui représente environ 20 fois l'utilisation d'un individu chaque jour. Ici, les enfants ne jouent pas avec leur iPad. Ils sont davantage connectés que cela.
Sans vouloir priver Noël de tout son côté festif, nous avons effectivement tendance à consommer davantage au cours de la période des fêtes. Parfois, c'est largement évident là où nous engloutissons nos ressources. Mais il y a également des coûts cachés dans pratiquement tous les produits que nous achetons. Donc si vous apprêtez déjà à effectuer vos courses de Noël, attendez encore une dizaine de secondes. J'achète des cadeaux car c'est à la mode, parce que ça rip, parce que c'est cool, ou bien je les achète parce qu'ils ont une plus grande durée de vie, qu'ils peuvent être utilisés pendant plusieurs années. Cela a une grande valeur. Nous ne pouvons bien entendu pas tous construire une boulangerie écologique, mais quand il s'agit de réduire les émissions, beaucoup d'entre nous ont effectivement la possibilité de faire les bons choix. Et c'est la fin du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.